président Touadéra ne peut pas avoir peur des gens qu'il a déjà battus dans les yeux. Je suis désolé. Je vais vous dire quelque chose, Madame Eva. Tout ce qu'elle a dit, pour moi, comme elle a dit, c'est des informations qu'on a eues comme ça. C'est-à-dire sur les réseaux. Et au début de cette émission, je vous ai dit, quand on est en politique en Afrique, on a généralement, après les élections, des arguments de ce genre. Du coup, moi, je ne peux pas dire, infirmer ou affirmer ce qui est en train de se passer. Si c'est vrai que ce qu'elle a raconté, en fait, ce que M. Dolo a raconté, parce qu'elle ne fait que répéter ce que M. Dolo a raconté. C'est sur les réseaux sociaux. Madame, c'est certifié aussi par la presse. Je tiens quand même à préciser, je ne fais pas que répéter. Il a donné une déclaration. C'est certifié, cet enlèvement est certifié. Vous avez une certification? Ah oui, bien sûr. Merci. Une certification. Et je tiens à préciser, il faut que M. Mesheba tempère ses propos. Je ne fais pas que répéter ce que M. Anissé Georges Dolo-Guélé dit. Je suis Carole Papeña, j'ai la quarantaine et je suis une femme intelligente et posée. Je suis en capacité d'analyser les choses. Donc je ne répète pas ce que Anissé Georges Dolo-Guélé dit. Anissé Georges Dolo-Guélé est mon leader, mais je suis en capacité d'analyser les choses qui se font. Vous voyez, ça c'est la manœuvre du MCU au pouvoir. Des gens qui sont dans la négation totale. Non, est-ce que je peux pas... Merci pour ce point de savent précision. tout, mais ils n'assument pas ce qu'ils font. Et dans ce cas-là, comment interpréter donc cet enlèvement? Est-ce que M. Touadéra a peur, il essaye d'évincer ses concurrents? C'est un président de la République, je suis désolé. Je le répète encore une fois de plus, il ne peut y avoir peur de la part de quelqu'un qui est président de la République. Ce qui est en train de se passer, pour moi, je le considère comme une manœuvre politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande à Carlyle que j'anime donc cette semaine. Ce soir, on parle des résultats de l'élection présidentielle en République centrafricaine où Faustin Archange Touadéra a remporté l'élection à 76%. Mais doit-on s'attendre à de grands rebondissements post-électoraux? Réponse ce soir avec nos invités. Nous avons Carole Papeña Bende, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole d'Anissé Georges Dolo-Guélé. En face de vous, nous avons Rémi Alazoula, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du collectif de la diaspora Centrafrique et vous serez notre analyste donc de la société civile. À côté de vous, nous avons Corinne Ogoula, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la secrétaire générale donc du parti UNIR, celui de Henri-Marie Dondra, de la Fédération France, Europe et Occidentale. Et nous avons Junior Mesheba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de BAfrica Vision, qui soutient aussi également donc le président Touadéra du parti MCU. D'ailleurs, j'aimerais tout d'abord poser cette question à vous. Comment avez-vous accueilli ce résultat de l'élection? Quel a été votre premier sentiment après l'annonce donc de la victoire de Faustin Archange Touadéra? Déjà, merci à vous de nous convier sur ce plateau. Je salue mes compatriotes, je salue tous les téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne année 2026. Naturellement, nous avons accueilli avec joie, mais surtout avec un sentiment de devoir accompli la victoire du président de la République pour ce premier mandat de la 7e République, en ce sens qu'il y a eu un travail qui a été fait. Ce n'est pas le fruit du hasard, puisque le président de la République et l'équipe qui a mené la campagne, donc la direction nationale de campagne, avait déjà commencé par faire un travail en amont. Ce travail consistait déjà, sur le plan politique avec le MCU, à mettre des bases, des cellules, etc. Mais en plus de ça, il y a environ 412 associations et organisations qui ont soutenu la candidature du président de la République. Donc du coup, c'est normal que nous puissions être fiers de cette victoire. Madame Papeña Bende, est-ce que vous partagez aussi ce sentiment-là au vu de ces résultats? Les résultats qui ont été proclamés par l'ANE, nous, à l'URCA, nous prenons acte. Prendre acte ne veut pas dire légitimer. Prendre acte ne veut pas dire reconnaître. Nous savons toutes les manœuvres qui ont été mises en place pour en arriver à ces résultats. Donc, la seule réponse que je puisse vous donner, c'est nous prenons acte. Nous prenons acte. C'est pareil exactement du côté du parti UNIR. Est-ce que vous prenez acte de ces résultats également?
on prend acte et on conteste. On conteste ces résultats parce que l'ANE n'a pas fait le travail comme il se fallait. Ces élections, depuis le début jusqu'à la proclamation des résultats provisoires, il y a eu beaucoup d'irrégularités, d'énormes irrégularités. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on conteste ces résultats. Et en plus, je voudrais rajouter qu'il s'agit de résultats provisoires. Ce n'est pas encore les résultats définitifs. Et qu'en est-il donc de la société civile? Est-ce qu'ils sont également dans ce même sentiment-là de victoire, de proclamation donc, du président, ou bien ils contestent ces irrégularités? Bon, pour l'instant, tout d'abord, je vous remercie pour nous donner l'occasion sur ce plateau. La société civile accuse également les résultats, tant bien que mal, que tous les candidats. Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de féliciter ou d'avoir une critique objective sur ces résultats, étant c'est provisoire. Je pense que notre point de vue général sur ces résultats sera plutôt dans l'attente de la proclamation définitive. Mais je pense que la population centrafricaine, je pense que pour moi, pour mon avis, puisqu'on observe un peu l'analyse sur le terrain, la population centrafricaine en a marre un peu de tous ces discordes politiques et qui affectent vraiment le tissu social. Donc le plus tôt que ce problème politique soit résolu et qu'on tombe sur un accord qui profite à la population, mieux c'est. Madame Papenia Bende, votre candidat, donc Anissé Georges Dologuélé, a revendiqué pourtant sa victoire avant même les résultats donc, de l'ANE et a dénoncé donc un hold-up électoral avec des irrégularités majeures. Mais pourquoi ne pas attendre donc, ne pas avoir attendu les résultats officiels avant de proclamer cette victoire? D'ailleurs, d'où détenez-vous de ces chiffres que votre président, votre candidat est le président donc élu? Vous savez, la République centrafricaine, grand par son territoire, mais petit par sa population. La République centrafricaine, nous connaissons, la majorité de la population se concentre à Bangui. Donc, les institutions sont concentrées à Bangui. Nous nous connaissons tous. Donc, comme je l'ai dit précédemment, toute une machination a été faite. Si le camp du MCU était certaine de sa victoire, ces machinations n'auraient pas eu lieu. Vous êtes au courant, je pense, de le fait d'avoir déclaré notre candidat avant les élections apatrides. Vous êtes au courant du fait qu'aujourd'hui, il ne dispose pas de passeport normal. Parfois, il a un passeport diplomatique, mais il n'a pas le passeport, normal. Et on a battu campagne. Moi, je reviens de Bangui, justement. J'ai posé mes valises à Bangui le 14 décembre. Je suis revenue le 31 décembre à Paris. Nous avons mené une campagne de proximité, sans billets de banque ostentatoires, sans grand meeting. Nous avons côtoyé les Centrafricains, nous avons fait du porte-à-porte. Le président Anissé Georges Dologuélé a parlé aux Centrafricains. Notre victoire est certaine. Elle tient d'où cette victoire? Est-ce que vous avez des chiffres, des sous? Nous avons, justement, j'en viens, nous avons, par exemple, sur toute l'étendue du territoire, la majorité des PV ne nous ont pas été donnés. Donc, si les résultats étaient ceux attendus par le MCU, je ne comprends pas pourquoi les PV ne nous sont pas donnés comme la loi l'exige. Moi, par exemple, j'étais en contact régulier parce que je suivais nos représentants dans les bureaux de vote. La journée du 28 décembre, je les ai passés sur le terrain à coacher nos représentants dans les bureaux de vote, à venir en aide à nos représentants dans les bureaux de vote. Nous avons été en contact régulier avec le président de l'autorité nationale des élections pour dénoncer les manœuvres et
donc, il va de soi que notre victoire était incontestable, incontestée. Et pour empêcher justement l'accession de Anissé Georges Dologue à la tête de ce pays, le MCU a fait des manœuvres. Donc notre victoire, il n'y a pas de doute sur notre victoire. Madame Ogulay, qu'en est-il donc de votre candidat Henri-Marie Dondra, leader donc du LIR, qui n'a obtenu pour le moment 3,19% selon donc l'ANE, malgré une campagne aussi tout de même active. Et lui, pourtant, appelle déjà à l'annulation pure et simple de ce scrutin, voire aussi à la dissolution de l'ANE. Mais est-ce réellement la solution? Oui, c'est la solution, parce qu'il y a eu tellement d'irrégularités. Des urnes en plus, des urnes bourrées. Tout ça, déjà rien que ça, les mandataires on a refusé que les mandataires accèdent au bureau de vote, ce qui n'est pas normal. Notre candidat, Henri-Marie Dondra, a été empêché de battre campagne. Il n'a pas eu accès aux différents stades, aux différents lieux publics où il pouvait battre campagne. Il n'a pas eu l'autorisation d'aller en province. Il y a un jour où il y avait un avion de disponible, il s'est rendu à l'aéroport pour prendre l'avion, il a été empêché de prendre l'avion. Donc il n'est jamais arrivé dans l'arrière-pays. Malgré ça, il a battu campagne à Bangui, sur le terrain. Il a été en province comme il pouvait en voiture, il est revenu, mais il a été empêché de battre campagne. Donc ceci explique ce chiffre de 3,19%. Non, ce chiffre n'est pas correct. Je vous l'ai dit, on conteste ce chiffre, puisqu'il y a beaucoup d'irrégularités. Les urnes bourrées, les urnes non protégées après les élections. On a vu sur les réseaux sociaux les urnes qui étaient abandonnées à l'air libre, qui n'étaient pas protégées, des urnes sans scellé, des procès-verbaux avec des ratures. On a vu tout ça. Donc ce chiffre-là, ce chiffre de 3%, pour nous, c'est un non-événement. Et aujourd'hui, est-ce que, comme au parti donc, du LRCA, est-ce que vous avez aussi vos propres sources, vos propres données? Pour vous, est-ce qu'il a remporté ces élections ou pas? En fait, je ne peux pas dire qu'il a remporté ces élections. Mais ce que je peux dire, c'est que les chiffres qui ont été donnés ne sont pas corrects, ne sont pas les bons. Et qu'en est-il donc au niveau des Centrafricains, étant donné que la société civile a aussi ce sentiment-là d'avoir eu ce bourrage d'urnes et aussi de vente fantôme? Est-ce qu'il y a ce même sentiment et qu'est-ce qui a été mis en place pour contester cela? Je pense que le Centrafricain, bon, si je fais un peu un retour en arrière par rapport à l'élection en 2020, le taux de participation qui était plus ou moins estimé à 35%, vu la présence, l'occupation des forces, des groupes armés qui ont empêché certains bureaux de vote d'être ouverts ou encore certaines régions, par exemple la région du Grand Nord et Ouest du pays. Aujourd'hui, il y a une nette amélioration par rapport à la dernière élection en 2020. Ce qui a fait augmenter légèrement, mais cela laisse encore une marge, parce qu'il y a eu une exclusion, par exemple, les réfugiés au niveau du Cameroun, du Tchad, du Congo, qui représentent quand même entre 500 et 700 000 Centrafricains qui n'ont pas pu donner leur voix. Donc vous voyez, il y a quand même une exclusion dans cette élection, et aussi la non-préparation de l'ANE à tout ce que nous sommes aujourd'hui arrivés à, tous ces tiraillements entre les mouvements politiques. Cela explique que l'ANE n'a pas vraiment eu tous les moyens. Et parmi les solutions, donc la dissolution de l'ANE pourrait être une solution pour non, je ne pense pas. Selon nous, c'est que tous ces candidats avaient connaissance de cela et se sont portés candidats. Et aujourd'hui, le peuple s'est exprimé. Ce que nous demandons plutôt à l'ANE, c'est de la transparence et de respecter la volonté du peuple. Si la volonté du peuple donne voix au candidat, par exemple le provisoire Fonster Touadéra aujourd'hui, qui provisoirement est déclaré vainqueur, nous demandons à ce que, si c'est prouvé, avéré, et que le candidat président Touadéra puisse être réélu. Si tel n'est pas le cas et que l'URCA ou encore l'UNIR puisse prouver par A plus B, et que cela puisse respecter par les institutions que la République a d'ailleurs placées.
Monsieur Mecheba, est-ce qu'on peut vraiment parler de volonté du peuple lorsqu'on a fait ce grand tour de table et surtout lorsqu'on sait que ce taux de participation était donc à 52%, ça fait à peine donc 40% des inscrits pour 3DRA et près d'un électeur sur 2 qui n'a pas voté. C'est une donnée que vous prenez en compte provisoirement? Déjà, pour commencer, je tenais quand même à dire qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce que j'entends ici et ça me fait doucement sourire quand j'entends l'URCA et l'UNIR qui brillent depuis un certain bout de temps par leur incohérence avérée. Ils n'ont même, là maintenant, on est dans un boulevard où on dit tout et n'importe quoi. C'est vrai, en Afrique, généralement, après les élections, il y a des contestations. Ceux qui ont perdu vont commencer à dire il y a manipulation, il y a bourrage des urnes, etc. Ça, c'est un argument qui est utilisé partout. Vous êtes congolaise, vous savez que même au Congo, on le dit, en Côte d'Ivoire, on vient de le dire, et en République centrafricaine, on vient de le dire. Quand je parle d'incohérence politique, je parle du fait que des gens qui savent très bien qui n'ont pas envoyé dans certains bureaux des représentants, des gens qui savent très bien que ce n'est pas à l'ANE de former leurs représentants dans les bureaux. Ce n'est pas le travail de l'ANE. Dans les bureaux, il y a eu 2876 bureaux. Je pose la question à l'URCA et à l'UNIR. Ils ont envoyé 2876 personnes dans les bureaux. Ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Ça, c'est de un. De deux, quand on parle d'élections en République centrafricaine, et ça c'est une petite information que je mets à la disposition de ma compatriote Papénia, Bangui ne concentre que 40%. Les 60% c'est à l'arrière-pays. L'arrière-pays, on a Berberachi, on a Bombari, on a Bouar, on a Bossangwa, on a Paouan, qui sont des grandes villes. On a Carnot, qui sont des grandes villes. On a Lavakagandele, on a Obo, qui sont des grandes villes, qui regroupent au minimum 100 000 personnes. On ne peut pas dire que les résultats de Bangui, qui sont vraiment incontestables, hein, parce qu'à Bangui, nous tous, nous en avons vu, peuvent être contestés ou peuvent être utilisés comme argument pour dire que c'est tel a gagné, tel a gagné. Deuxième incohérence, c'est que mes compatriotes disent elles-mêmes qu'elles n'ont pas accès aux procès-verbaux. Madame Vemba, dans la démocratie, ce qui atteste la victoire de quelqu'un, c'est des résultats qui sont certifiés par un procès verbal de dépouillement. C'est ça qui atteste. Eux, ils n'ont pas. Ensuite, leur candidat, en fait le candidat de l'URCA, qui n'a pas les procès-verbaux, va se mettre devant les caméras, se déclarer vainqueur parce qu'il estime qu'il y a fraude. Ensuite, il revient, il dit, bon, ben, finalement, je ne reconnais pas ça. Ensuite, dans un troisième temps, bon, si vous voulez, on recompte. À un moment donné, il faut qu'on arrête, que nos hommes politiques, que nos leaders politiques, et ça, c'est ce qu'il a dit hier, hein. J'ai suivi donc on ne peut pas dire que c'est ce jugement. Nos leaders politiques doivent, en cohérence avec la mission qu'ils se sont auto-confiés, se comporter en responsables. Il y a eu des élections. Le président Touadéra est allé aux élections comme tout le monde. Il a battu campagne comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Ouais, il n'a pas battu campagne comme tout le monde. Excusez-moi, on a tous... Puisque lui, il prenait l'avion, il a interdit aux autres de prendre personne, l'avion. une masse, ce n'est pas une société Il a empêché les gens d'aller dans les stades. Madame Ogoula, je vous en... Il a monopolisé tous les panneaux. Madame Ogoula, Ils ont même enlevé les panneaux. Oui, ça existe partout. De AGD. Ça existe partout. Madame Ogoula. À Berberachi, c'est ça, non? À Berberachi. Madame Ogoula. Il s'est accaparé l'espace. Dans la pratique politique, quand on va à des élections, on prend des dispositions. Le MCU n'est pas propriétaire du stade 20 000 places ou des stades. Le MCU n'est pas propriétaire de l'UNMAS. Tous les avions, Madame Vemba, sont gérés par UNMAS. UNMAS est une organisation onusienne. On va là-bas, on loue les avions et on les déploie. Si on avait dit que c'était des avions de l'État centrafricain qui ont été empêchés, on allait croire. Mais la vérité, et c'est celle-là qu'il faut retenir, c'est que ces candidats n'ont pas eu les moyens de battre campagne normalement. Et venir dire qu'il n'y a pas d'avion, qu'on a interdit quelqu'un de prendre l'avion, moi je trouve que c'est de la mauvaise foi, tout simplement. Madame Ogoula, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Et
Que répondez-vous justement au niveau de la représentation? Est-ce que vous n'avez pas forcément aussi mis les moyens pour avoir des représentations donc, dans ces bureaux de vote? Non, mais de toute façon, même si on avait mis les moyens pour avoir des représentants dans les bureaux de vote, nos mandataires ont été empêchés. Il y a des mandataires qui ont été empêchés de participer au dépouillement, qui ont été mis à la porte. Je peux avoir des noms des localités, des bureaux de vote où vos mandataires ont été empêchés de rentrer dans les bureaux. Vous pouvez donner des noms? Ça, c'est un petit jeu d'enfant. Non, ce n'est pas un jeu d'enfant. On est en politique. Vous portez des accusations, apporter des preuves. Ce n'est pas des accusations, c'est ce qui est vrai. Vous portez des accusations, Mme Ogoula? Mais non, je ne porte pas d'accusations. Excusez-moi, monsieur Méchiba. Si je peux me permettre, c'est que je ne vais pas être du côté de qui que ce soit, mais ici, il y a certaines informations qui sont avérées. Il y a aussi une contre-vérité par rapport à ce que je viens de dire, M. Méchiba. Même la société civile a été empêchée de prendre certains feuilles de résultats. Pour votre information, la société civile, au niveau de Bangui, a mis en place certains sites Internet, structure permettant, qui s'appelle Surveille ton vote, qui permet aux Centrafricains d'avoir une transparence dans ces élections. Et les moyens faisaient défaut. Donc il y a eu quelques 200 personnes qui ont été formées à l'arrache et déployés dans Bangui parce que les moyens manquaient de les envoyer dans l'arrière-pays. Mais la structure a permis aujourd'hui de recueillir quelques je dirais, centaines de feuilles de résultats, mais certaines personnes, en parlant même du président, le coordonnateur de la société civile de Bangui, a été refusé de rentrer dans certains bureaux de vote. Mais pour nous, au niveau de la société civile, cela reste des incidents mineurs. Donc, on n'a pas les résultats ni sur l'étendue du territoire, donc nous attendions de voir, mais pour compléter ce que dit UNIR ou URCA, oui, il y a des irrégularités. D'énormes irrégularités. D'où même le président de l'ANE a fait un communiqué, comme on peut dire l'hôpital qui vient après la mort, c'est que pour demander aux responsables du bureau de vote de donner accès, sauf que les comptages, les urnes ont été scellées la veille. Donc ça prouve également que ces revendications de fraude ou de manquement du devoir de l'ANE existent. Donc ignorer cela aussi, c'est d'une malhonnêteté. Madame Papenia Bendé. Oui, moi je voudrais répondre à M. Méchiba. Quand j'ai parlé de la concentration à Bangui, je n'ai pas parlé de population, j'ai parlé du fait qu'on se connaissait tous. Je n'ignore pas qu'en République centrafricaine, il y a des grandes villes et, où les élections se déroulent sur l'ensemble du territoire. Vous m'avez mal compris. Je tenais à le... Alors exprimez-vous mieux la prochaine fois. Non, mais je m'exprime très bien. Croyez-moi, dans la langue de Molière, je pense que vous ne pourrez pas vous exprimer mieux que moi. Ce n'est pas donc, je tenais vraiment à préciser cela. Il a relevé tantôt le nombre de mandataires. Comme je vous l'ai dit, moi, je reviens de Bangui. Et dans au siège de l'URCA, on a formé, avant même que je n'arrive, des jeunes, des milliers de jeunes. Et nous avons des alliés sur le terrain, dans l'arrière-pays, qui nous ont aidés à envoyer des représentants dans les bureaux de vote. Oui, nous avons des représentants dans les bureaux de vote. Même s'ils n'étaient pas URCA, encartés URCA, nous avions des alliés qui étaient dans le bureau de vote. Moi, je vais vous donner un exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 28 décembre au matin, jusqu'à 3 h du matin, j'étais dans des bureaux de vote. J'ai été assister nos représentants dans les bureaux de vote. Et j'étais, par exemple, à l'école Gobongo où j'étais. Nos représentants, en règle générale, c'était d'abord nos militants, des jeunes majeurs ou étudiants, voilà, jeunes travailleurs qu'on a recrutés. Et par exemple, à l'école Gobongo où j'étais, je suis arrivée et les procès, on a intimidé ces jeunes-là à signer un procès verbal sur lequel il n'y avait pas de résultat. Ils ont été intimidés. Et ça, je pèse mes mots, j'y étais. Et quand je suis arrivée, on était les deux porte-paroles du candidat Anissé Georges Dologuélé. Tout de suite, nous avons appelé un responsable de l'ANE qui nous a dit « Attendez-moi là, j'arrive ». On l'a attendu pendant 1 heure, il n'est jamais arrivé. Voyez, donc l'ANE n'est pas... Nous, quand on s'est engagé dans ce processus électoral, on avait foi en nos institutions. On avait foi en l'ANE. Je vais vous donner un exemple simple. Une localité près de Bangui qui s'appelle Bégua. Je pense, même s'il y a des problèmes de route à Bangui, partir de Bégua pour acheminer les procès-verbaux à l'ANE, ça a pris 2 jours. Je ne comprends pas. Où étaient les urnes pendant ce temps-là? Certaines urnes qui nous venaient de l'arrière-pays, on n'était plus scellées. On a mis les bulletins dans des sacs
en osier, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est dans ce contenant-là que les procès-verbaux sont arrivés à l'ANE. Donc, comment pouvez-vous... Et quand est-ce que ces urnes ont été décelées? Est-ce qu'à ce moment-là, nos représentants étaient là? Non. Donc, aujourd'hui, le comptage de votes qu'a fait l'ANE ne peut pas être crédible. Et d'où le communiqué. Il a dit tout à l'heure, est-ce que nos représentants, la seule voie la voie légale, c'est d'avoir les procès-verbaux. Mais nous avons eu nos représentants qui ont comptabilisé. Mais est-ce que le fait qu'ils aient comptabilisé, justement, peut faire foi de procès-verbaux? Non. C'est pour ça que nous avons réclamé ces procès-verbaux et c'est pour ça que l'ANE a fait un communiqué histoire de se dédouaner. Mais on sait tous la promiscuité, l'accointance de M. Mourouba avec M. Touadéra et le MCU en général. Donc, il ne faut pas que M. Mecheba viennent nous dire ici que parler de l'indépendance des institutions, on sait comment les choses fonctionnent. Il n'y en a aucune. D'ailleurs, comme Mme Papenia Bendé disait, hein, on sait comment ça se passe. Donc, est-ce que aussi de votre côté, ça a été tout de même un échec de ne pas avoir pu anticiper cela? Ça a été anticipé. Et ce n'est pas, c'est pas un échec du tout. On s'est organisé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme l'a dit Carole, l'ANE est au service du MCU. Donc, qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez qu'on fasse? L'ANE est assujettie au MCU. Et donc, l'ANE a tout mis en œuvre pour la victoire d'un candidat contre d'autres candidats. Je ne peux pas. Ce qui est très clair. Vraiment. D'ailleurs, M. Mecheba, qui est là. Oui, je suis là. Oui. Lui, il était membre du bureau de vote de Lille. Au nom de quelle casquette? Au nom de quelle casquette? Et là, et vous êtes ici. Au nom de quelle casquette? Au nom de quelle casquette vous êtes ici? Au nom de BAfrica Vision, qui est une organisation. Qui est une organisation qui est rattachée à qui? Vous avez été candidate aussi, oui. Vous avez été battue. Bah si, voilà. Je ne suis pas battue. Madame je ne vais pas faire le procès qui que ce soit. Pour entrer dans le bureau des démembrements de l'ANE, il y a un truc qui est simple, c'est ouvert à tous les Centrafricains. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas ouvert à tous les Centrafricains. Si, c'est ouvert à tout le monde. Et malheureusement pour moi, faire de la politique en omettant de connaître les règles, c'est très dangereux. Et nous en avons la démonstration là. Madame Ogoula. Pas du tout. Madame Ogoula a été candidate pour entrer dans le démembrement de Lille. Elle a échoué là-bas. Elle est revenue se postuler ici pour entrer. Pas du tout. Et en tout cas, c'était une façon pour moi de comprendre votre système. Vous avez mis en place un comité de sélection, déjà à la base de 15... Ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert à tout le monde. Bah si, bien sûr, dans le comité... vous étiez là. Vous étiez là. Arrêtez de... En tout cas, pour revenir au sujet, ce n'est pas donc un échec pour vous, que ce soit d'avoir anticipé, vous l'avez pu anticiper. Non. Mais pourquoi ne pas, justement, par rapport aux autres candidats également malheureux, comme Eddy Symphorien Pakeroukuti, qui accepte, lui, la défaite et qui a cité que c'est la démocratie. La démocratie, c'est avoir le courage de dire que j'ai perdu. Pourquoi ne pas faire aussi de même? Mais la démocratie, c'est aussi de reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Des irrégularités graves qui ont entaché le processus électoral. Des irrégularités tellement graves que ces élections doivent être tout simplement et purement annulées. C'est ça aussi la démocratie. En tout cas, comment expliquer, M. Alazoula, que la moitié du peuple centrafricain n'a pas voté aussi? Comme je parlais tantôt, il y a eu quand même une exclusion. Comme je rappelle encore qu'il y a certaines populations, parlant des réfugiés ici, qui ont été exclues par rapport à l'enregistrement. Et il faut souligner aussi le boycott du bloc de position, le BRDC à l'époque, qui appelait les gens déjà à ne pas aller voter. Et le silence, le retrait du bloc BRDC de certains candidats qui ont l'exercice de ces élections, en parlant ici de M. Ziguélé, M. Tchangaï et plein d'autres personnes qui se sont retirés. Cela a dû peut-être aussi retirer aussi leurs militants, qui se dit également que nous n'avons plus nos candidats dans la course, à quoi bon aller voter? Donc cela peut expliquer aussi ce manque de participation des Centrafricains. Et ici, nous voulons aussi souligner que ce jeu de la démocratie, tous ces candidats, en acceptant d'aller à la course, ont déjà accepté ce jeu de démocratie. Et par ailleurs,
en connaissant, pour certains qui ne sont pas à leur premier essai, sachant très bien comment les élections se déroulent en République centrafricaine. Et aujourd'hui, on en sort de ce jeu un vainqueur, avec toutes les irrégularités, bien sûr, et avec toute la vérité qu'il y a derrière. Il est question maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Mais quel aurait pu avoir ce scénario? Imaginons que le boycott aurait eu donc en Centrafrique, est-ce que ça aurait tout à fait changé la donne? Bien sûr, le boycott pour moi, je pense que tous ces candidats qui ont été à l'élection savaient très bien déjà au début, quand il y a eu la modification, on va dire le changement de la Constitution, tout le monde savait très bien que le président sortant se préparait à sa réélection. Donc ils avaient déjà en amont, depuis 2023, sachant bien déjà en 2 ans de ces élections que le monsieur Faustin Archange Touadéra allait se repositionner. Ayant la machine de l'État à son service, donc ça n'allait pas être un combat aussi facile, mais ils se sont battus aujourd'hui, quitte maintenant à accepter les conséquences de ce qu'ils se sont engagés. Pour moi, c'est cela. Monsieur Méchébès, c'est quelque chose aussi qui est pris en compte, cette méfiance au niveau donc, de ces élections, et donc le fait que la moitié des Centrafricains n'ont pas été allés voter. Je vous l'ai dit, déjà, j'ai quelques précisions à apporter. La machine de l'État n'est pas au service du MCU ni du président. En tout cas, c'est ce que la société oui, ressent. c'est ce qu'il a dit. Je vais aller un peu plus dans les détails en parlant de la machine de l'État. Quand je parle ici dans la machine de l'État, je ne veux pas, en tant que représentant de la société civile, on voit très bien qu'il y a eu d'emblée une préparation à ces élections avec des avantages de l'État. Quand je parle, le déplacement du président Touadéra étant encore présent en exercice, il est sécurisé. Oui, il a les moyens de se déplacer dans les arrières. Je n'ai pas dit que ce n'était pas anormal. Je dis il a la machine de l'État à son service. Non, ça, je n'ai pas des éléments pour attester. Monsieur Dondra étant simple candidat, permettez-moi Monsieur Mécheba, permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Monsieur Ziggy Doudou, permettez-moi, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. C'est un droit. Je suis désolé. Excusez-moi, laissez-moi aller au fond de mon idée et de il m'a coupé et maintenant je dois le laisser aller jusqu'au bout. Vous m'avez coupé en premier. Non, vous avez fini, moi j'ai tenté de réagir. Parce que je voyais que vous allez dans une autre direction. Je voulais juste que vous vous orientez sur ce que j'ai dit. En quelques minutes. Voilà, en quelques minutes, c'est pour dire que la machine de l'État, c'est quoi pour moi? C'est les moyens que le président Touadéra, pour réserver par exemple les stades, les grands événements, les grands endroits, les avions, les déplacements sécurisés dans les airs, au sol, et qu'avoir la disponibilité de l'administration, c'est certains trucs, étant un président en service. Donc ça veut dire que je parle de la machine de l'État. Je n'ai pas dit au service du MCU. Je n'ai pas dit au service du MCU. Le MCU n'est pas que M. Touadéra. Je parle de M. Touadéra qui est le président de la République qui bénéficie de la machine de l'État pour battre campagne. Et donc qui justifierait que 50% donc, de la population a voté. Non, je répète encore que mon compatriote, il a dit des choses. Tout à l'heure, il avait dit un truc sur lequel je voulais revenir. Il a parlé du vote, de la surveillance du vote. La plateforme Surveille ton vote a été mise en place par un représentant de la société civile qui s'appelle Crescent Beninga. Il y a eu 367 PV qui ont été collectés. Lui-même, il a dit que c'est par défaut, par manque de moyens qu'il n'a pas pu faire le travail. Mais je vais encore aller plus loin, madame. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on veut être observateur dans un bureau de vote, il y a une démarche qui est faite auprès de l'administration du territoire. D'accord? On est dans un pays de droit. Les lois existent. Oui. Les lois existent. Moi, aujourd'hui, Junior Mécheba ou mon compatriote Rémi Alazoula, on ne va pas se lever comme ça et décider que, bon, aujourd'hui, je vais me placer dans un bureau de vote. On va vous mettre dehors. Ici, à Lille, on a fait l'exemple. Ici, à Paris, on en a fait l'exemple. Il y a des gens qui sont venus. Madame Papenia pourra Mais pour information, M. Crescent était mandaté, pour information. Non, je suis en train de dire... M. Crescent est mandaté et toutes les personnes qui représentent les plateformes. Bien sûr, avec toutes les personnes... Toutes les personnes dont il a formé ont reçu des accréditations avec les badges et le code de l'ANE stipule aussi que ces personnes ont droit, en leur qualité d'observateur, de participer au dépouillement. Oui, donc je rappelle participer au dépouillement, ça c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert au public. C'est-à-dire à la fin du vote, il y a des scrutateurs et c'est public le dépouillement. Donc il n'y a pas besoin de... il faudrait qu'on ait accès avant. Pendant le processus du vote, on ne peut pas accepter des personnes qui se disent observateurs pour venir entrer dans la salle pour voir qui vote ou pas. C'est à la fin
du processus. Et donc, si c'est dans ce cas, moi aujourd'hui, on peut être qui qu'on veut, quand on arrive dans un bureau de vote où le processus est encore en marche, c'est-à-dire le processus du vote est encore en marche et qu'on utilise ça pour dire que je viens vérifier si le vote se déroule bien, on a le droit, par le président du bureau de vote, d'être mis dehors. Donc, je close ce chapitre. Je continue en disant ceci. Oui, le compatriote Alazoula l'a dit, qu'il y a des gens qui n'ont pas voté. Mais c'est dû au fait que, par exemple, le BRDC, qui regroupe la plus grande plateforme des acteurs politiques majeurs en République centrafricaine, n'a pas participé au vote. Mais ce n'est pas de la faute du MCU ou du président Touadéra. C'est un choix. Les gens ont le droit d'aller ou pas. C'est la faute de quelqu'un. Non, je donne juste ce qui a fait que je suis en train de répondre. Toi, j'ai déjà répondu. Oui. Non, je réponds à Mme Ogoula et aux autres. Pour la faible participation, c'est clair. C'est comme ça. C'est un choix. Il y a des gens, ils sont même inscrits sur la liste électorale, ils ne sont pas allés voter. C'est des gens qui ne croient plus. Oui, mais madame, il représente 40% de la population, madame. Il représente 40%, madame, il représente 40% de la population. Parce que ces gens, ils ont vu que l'enrôlement a été mal fait, tout a été mal fait. Madame Ogoula, et donc il y a tellement d'irrégularités. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Madame Ogoula, même dans votre propre famille, il y a des gens qui vous aiment, il y en a d'autres qui ne vous aiment pas. Il y en a qui sont contents de vous, il y en a qui sont mécontents. C'est comme ça, c'est normal. Du moment où 50% de la population ou 51% de la population se déplace pour quelque chose, j'estime que les autres 49 ont le droit d'y aller ou pas. Et M. Alazoula, ici, a donné un argument de poids. Il y a le BRDC qui n'a pas participé aux élections, le MMPC n'a pas participé aux élections, le RDC n'a pas participé aux élections, PNUD n'a pas participé, FPP n'a pas participé. Madame, vous venez d'arriver, vous avez 2 ans. Il y a des gens ici, là, ça fait 30 ans, ils sont là, mais ils n'ont pas participé à ces élections. Non, quand je vous dis ça, c'est pour vous dire que... Non, Madame Vema, je finis, s'il vous plaît. Il faut savoir que si les gens n'ont pas participé au vote, c'est parce que, premièrement... Et ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Mais sachez-le que... Il y a des gens, ils ont le droit de ne pas aller au vote, c'est normal. Il y a des gens qui peuvent s'abstenir. Il y en a d'autres qui peuvent être empêchés pour des raisons X ou Y. Moi, je connais des gens qui étaient inscrits sur la liste électorale, qui devraient voter, qui ont décidé à la dernière minute que, bon, moi, je ne vais pas y aller parce que c'est trop loin. Voilà, c'est leur choix. On ne va pas en vouloir pour ça. Madame, je suis désolé, ça n'a rien de politique. Une réponse par rapport à ce que vient de dire M. Mecheba, surtout en l'occurrence à cette déception. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en l'ANE, qui ne croient pas aussi au système. On fait le procès de l'ANE. Donc c'est pour ça. Ils sont déçus. On est en train de faire le procès de l'ANE. Ils n'y croient pas. On est en train de faire le procès de l'ANE. En tout cas, je voudrais rebondir sur ce que mes co-débatteurs ont dit. Vous savez, on parle quand même de l'avenir d'un pays. Il faut mettre un peu de sérieux dans ce qu'on dit. On ne peut pas, M. Mecheba dit, 40% ces personnes-là ont décidé de ne pas exprimer leur voix. Nous vivons en France. Et je précise que c'est leur droit. Il faut finir la phrase. Je ne nie pas, c'est leur droit. Non. Mais nous, en tant que politiques, justement, nous devons nous poser la question. Je pense que le but de la question de Mme Vema, c'était ça. Nous devons nous poser la question et trouver, donner la réponse à ces personnes-là, parce que ce sont des Centrafricains à part entière. Et dire, c'est leur choix, dans une famille, on vous aime comme vous aime. Non, c'est des Centrafricains, c'est quand même 40%, ce n'est pas négligeable. Nous vivons en France, par exemple, ici. Je pense que quand on prend Macron et en face, on met Marine Le Pen, c'est 2 opinions totalement différentes. Et pourtant, dans la politique que mène actuellement le gouvernement Macron, ils prennent en compte les électeurs du Front National. Oui, et pourtant, voilà, donc c'est des Centrafricains, peu importe leur envie de voter ou de ne pas voter, il faut prendre en compte pourquoi, il faut se poser la question. Et peut-être que si, dans la gestion de l'État, nous apportons des réponses à leurs problèmes, peut-être qu'ils pourront s'intéresser plus au processus électoral. En tout cas, avec ce désaccord, on va passer sur un autre volet. On en vient à se demander si la Centrafrique se prépare
à une fracture donc post-électorale. On a appris dernièrement que 3 des gardes du corps donc d'Anissé Georges Dologuélé ont été enlevés. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas fait la démarche pour en savoir plus pour le moment. Donc, je laisse le soin à M. Anissé Georges Dologuélé, à l'URCA, à les rénovateurs qui sont à Bangui, de faire les choses pour que les 3 gardes du corps de M. Dologuélé soit libéré. Je n'ai pas de nouvelles fraîches à vous donner aujourd'hui. Et vous avez, dans votre question, vous parlez de fracture. Vous savez, ça fait 10 ans que nous faisons de l'opposition. Ça fait 10 ans que nous sommes face au pouvoir de Touadéra et du MCU. On n'a jamais parlé avec violence. On est un parti politique démocratique. Notre combat, c'est un combat idéologique. Alors, je ne comprends pas que quelques jours après les élections, des pères de famille, aient été enlevés. Qu'est-ce que cela signifie donc pour vous ? C'est de la provocation, tout simplement. C'est de la provocation, c'est une manière d'intimider. Mais pour connaître l'homme, Anissé Georges Dologuélé, c'est une personnalité qu'on ne peut intimider. Donc, c'est malheureux d'en arriver là, parce que je ne comprends même pas. Je vais vous retracer l'histoire. Ils sont allés, les Russes, hein, les Wagner. Voilà, les Wagner. Je tiens à préciser. Ils sont allés au domicile de M. Dologuélé, ont tenté de forcer son portail. Et pour éviter une altercation ou des échanges de tirs, les 3 personnes qui ont été enlevées ont pris la décision de sortir, en gros de se livrer pour éviter justement que la pression, la tension, la violence se mêlent pour protéger le président. Vous voyez, je ne comprends pas. Les résultats ont été proclamés. Ils se disent vainqueurs, mais comment on se dit vainqueur? On est dans un pays démocratique, on est dans un pays qu'on a dit avoir pacifié, mais on va s'en prendre physiquement à son adversaire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On n'a jamais fait de politique de violence. On est dans un débat d'idées et ce qui se passe, c'est l'essence même au fait de la personnalité de M. Touadéra. Il paraît doux comme un nounours comme ça, mais ce monsieur est pire que Machiavel. Ce qu'il veut, c'est faire disparaître ses adversaires politiques. Et je tiens vraiment à le préciser ici, Anissé Georges Dologuélé fait partie des personnalités qu'on ne peut faire disparaître. En tout cas, Madame Ogula, est-ce que vous craignez aussi la même chose de votre côté, de votre candidat aussi, Henri-Marie Dondra? Quel est le climat actuel? Vous savez, notre candidat, il a tout vu. Hein. Il a tout vu. On l'a voulu l'empêcher d'être candidat. On a tout fait pour l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles. Finalement, il a fait un recours. Sa candidature avait été acceptée. On l'a empêché, on lui a mis les bâtons dans les roues pendant toute la campagne pour ne pas qu'il puisse avoir accès aux différents stades et tout ça. Mais vous savez, UNIR reste un parti légaliste. Donc, on va saisir le Conseil constitutionnel. On va faire un recours qu'on va introduire. Et UNIR aussi est dans un esprit de consensus et de dialogue. On prône toujours le dialogue, la paix et la cohésion sociale. Vous allez tout de même renforcer votre sécurité aussi? La sécurité, il est là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus? Il est menacé, comme tout autre candidat, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est chez lui en République centrafricaine. Donc et il y restera. Le dialogue va primer. Le dialogue va primer. Le dialogue va primer. Je peux. Monsieur Meshiba, d'ailleurs, oui, comment interprétez-vous aussi cet enlèvement et surtout des propos donc, de Madame Papegna Bendé? Est-ce qu'il faut craindre justement que Wagner soit à l'origine aussi de... Bon, déjà, pour commencer, par principe, je suis quelqu'un de totalement contre tout ce qui est stratégie de bâillonnement ou d'empêchement ou d'exclusion ou de quoi que ce soit. Le président Touadéra aurait pu avoir eu peur. Le président Touadéra ne peut pas avoir peur des gens qu'il a déjà battus dans les yeux. Je suis désolé. Je vais vous dire quelque chose, Madame Eva. Tout ce qu'elle a dit, pour moi, comme elle a dit,
C'est des informations qu'on a eues comme ça, c'est-à-dire sur les réseaux. Et au début de cette émission, je vous ai dit, quand on est en politique en Afrique, on a généralement, après les élections, des arguments de ce genre. Du coup, moi, je ne peux pas dire, infirmer ou affirmer ce qui est en train de se passer. Si c'est vrai que ce qu'elle a raconté, en fait, ce que M. Dolo-Guélé a raconté, parce qu'elle ne fait que répéter ce que M. Dolo-Guélé a raconté. C'est sur les réseaux sociaux. Madame, c'est certifié aussi par la presse. Je tiens quand même à préciser, je ne fais pas que répéter. Il a fait une déclaration. C'est certifié, cet enlèvement est certifié. Certifié. Vous avez une certification? Ah oui. Oui, bien sûr. Merci. Une certification. Et je tiens à préciser, il faut que monsieur Méchéba tempère ses propos. Je ne fais pas que répéter ce que M. Anissé-Georges Dolo-Guélé dit. Je suis Carole Papeugna, j'ai la quarantaine et je suis une femme intelligente et posée. Je suis en capacité d'analyser les choses. Donc, je ne répète pas ce que Anissé-Georges Dolo-Guélé dit. Anissé-Georges Dolo-Guélé est mon leader, mais je suis en capacité d'analyser les choses qui se font. Vous voyez, ça, c'est la manœuvre du MCU au pouvoir. Des gens qui sont dans la négation totale. Non, est-ce que je peux Merci pour ce point de précision. Mais ils n'assument pas ce qu'ils font. Et dans ce cas-là, comment interpréter donc cet enlèvement? Est-ce que M. Dodera donc, a peur, il essaye d'évincer ses concurrents? C'est un président de la République, je suis désolé. Je le répète encore une fois de plus, il ne peut y avoir peur de la part de quelqu'un qui est président de la République. Ce qui est en train de se passer, pour moi, je le considère comme une manœuvre politique. Maintenant, non, excusez-moi, je finis parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. On ne m'a pas laissé le temps d'argumenter dessus et il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été portées ici. Je vais continuer juste en disant ceci. Le président de la République, je le vois très mal prendre son téléphone, appeler ou bien quelqu'un appeler pour aller dire allez enlever Dolo-Guélé ou allez enlever Dandra ou qui que ce soit. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'a pas à avoir peur d'eux. Ce sont des gens avec qui il a les élections. À l'instant où nous parlons en ce moment, M. Dolo-Guélé, il a bangé. M. Dandra, il a bangé. Si on devrait faire quelque chose à M. Dolo-Guélé, vous croyez que c'est 3 personnes qui vont venir se livrer pour faire quoi que ce soit? À un moment donné, arrêtons d'animaliser la sphère politique en faisant passer des gens pour des gens violents, des gens sauvages, etc. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête. L'enlèvement de ces 3 personnes on me parle d'enlèvement. Pourquoi il n'a pas pris la parole? C'est quand même des mais c'est pas lui de. Il est président de la République. Non, madame. Il est président. Vous ne connaissez pas la marche d'un État. Un président de la République, il va se justifier. Bah si, parce que je viens de vous faire la démonstration. Non, il est président de la République. Là, vous avez dit que c'est des Wagner. Là, vous avez dit que c'est des Wagner. Les Wagner sont en Centrafrique sous quelle caution? Ils sont en Centrafrique parce qu'ils ont signé un contrat avec... Là, vous dites que c'est les Wagner. Et vous demandez au président de la République de venir justifier quelque chose. Vous savez pas que... Il n'a pas à justifier. Il doit s'en saisir parce que nous sommes dans une période sensible. Dans un pays, quand il y a... C'est la moindre des choses. Madame, c'est le C'est la moindre des choses. Il aurait dû prendre la parole pour apaiser les choses. Parce que si les Wagner ont agi comme ça, ce n'est pas une situation pour apaiser le climat politique. En tant que responsable politique, il aurait dû prendre la parole en tant que président de la République. Après, on va passer à M. Alazoula au niveau de la société civile. Non, c'est très calme. Madame Papeignan, dans un pays, il y a ce qu'on appelle la loi. Et quand il y a ce genre de situation, la personne qui est chargée de s'auto-saisir de ce genre de choses s'appelle le procureur de la République. Ce n'est pas le président. Et le président de la République n'a pas à venir se placer devant n'importe qui pour justifier des actes dont il n'est pas l'auteur. Je suis désolé. Monsieur Alazoula, qu'en est-il donc sur place? Qu'en pensent les Centrafricains de cet enlèvement? Est-ce que ça met un climat donc de terreur? Je pense que pour nous, la population, pour la voix de la population et le constat, c'est clair. Nous avons déjà, quand vous avez parlé de nouvelles fractures post-électorales, je pense qu'elle est déjà palpable par le maintien de la pression sécuritaire et vu par ces actes des groupes partenaires de l'État, Wagner ou autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'usure de consensus constitutionnel. Déjà, cette fracture, pour moi, pour nous, de la société civile, elle a été bien avant. Le fait de tailler une constitution, l'illégitimité déjà d'enlever les mandats, qu'il n'y a pas de limite de mandat, cela vient déjà entacher
un processus sur le dialogue pour qu'on puisse avoir un climat apaisé. Parce que si, ce qu'on est en train de voir, si un chef d'État, nous connaissons très bien l'Afrique, décide d'utiliser toutes les forces et les moyens à sa disposition pour gagner les élections, il restera au pouvoir éternellement, jusqu'à sa mort peut-être. Donc ça, pour nous, la société civile, c'est déjà une fracture de ce qu'on appelle de climat politique. Autre que cela, la population centrafricaine, on a assez de ces gymnastiques de politique, ces jeux de mots, des intimidations à gauche ou à droite. On peut aussi parler de ces intimidations vues par ces actes que je condamne d'ailleurs, hein, si cela est avéré. Et aussi, je peux aussi rappeler ici que la société civile est mécontente aussi de la classe de l'opposition. On constate sur les réseaux et on voit aussi des sous-entendus, des menaces. Le propos du dernier ou l'avant-dernier meeting, conférence de presse d'Anicet Georges Dologuélé, qui disait qu'il n'allait pas se laisser faire. Et cela a été traduit autrement. Que je le dis, et ça c'est pas un mensonge, je dis bien retraduit. Donc les gens ont une pensée de cela. Si ce n'est pas le cas, s'ils n'acceptent-ils pas les résultats, que va-t-il se passer réellement? On entend également des porte-paroles de M. Dologuélé pendant ces élections, ou encore, je parle de porte-parole intermédiaire, c'est-à-dire les gens qui ont battu campagne de M. Dologuélé sur les réseaux, ou n'importe qui se sont autoproclamés de ce nom, sont en train de faire l'apologie à la violence, au soulèvement, à la désobéissance et autres. Et alors que le candidat Dologuélé a joué depuis des années ce jeu de la démocratie. Donc nous, la population centrafricaine, on en a assez. On veut un climat apaisé, on veut l'espace où le dialogue, les consensus, les arrangements politiques et surtout au profit du peuple centrafricain. Parce que tout cela, ça va solder par des propositions de postes à certains candidats, à ceci, et cela va profiter quoi au peuple centrafricain? Alors que la réalité de ce pays, c'est le développement actuel que nous voulons et la consolidation de cette paix que nous avons actuellement, qui a permis d'ailleurs cette élection. Parce que s'il n'y en avait pas la paix, aucun de ces candidats ne pouvait être aux élections, ni avoir, je peux parler de ces 3%, de ces 14%, même de ces 76%, on n'allait pas arriver là. Madame Ogoula. Des candidats ont battu campagne en voiture, en faisant le tour de la RC en voiture, alors qu'ils disaient il y a quelques mois qu'il n'y avait pas de sécurité. Ça, il fallait le noter. Dans quelles conditions? Madame, du moment où vous avez battu campagne, c'est qu'il y a la sécurité. Mais il aurait fallu nous laisser au moins prendre l'avion pour aller dans l'arrière-pays aussi. Madame, l'avion n'était pas géré par quelqu'un, c'est une masse qui gère. Non, moi, je voudrais revenir sur... Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé. Je voudrais revenir sur cette histoire d'après-campagne dans l'arrière-pays, avion ou pas avion. Jusqu'à présent, je n'ai pas intervenu. Notre candidat s'est déplacé. Il s'est avéré. Au fait, j'ai l'impression ici, et bon, enfin, de toutes les manières, on a l'habitude. Hein, le MCU et ses soutiens vivent dans le déni ou dans la négation. Je ne sais pas. Le candidat Anicet Georges Dologuélé, quand il est arrivé à Boire, on a fait un parcours de campagne électorale. Il n'a pas pu aller à la fin parce qu'il a été empêché. Aujourd'hui, la compagnie qui gère ces vols-là nous a dit ils vont nous rembourser. Ils n'ont pas pu... Donc, est-ce que quelque chose a été inventé? C'est un fait. Ils nous ont dit, c'est vrai, ils ont annulé notre vol, mais ils vont nous rembourser. Donc, ça veut dire quoi? Et il y a des pressions derrière. On ne peut pas parler comme si on vivait dans un monde de bisounours. Le candidat du MCU à utiliser les moyens de l'État, à utiliser l'appareil étatique pour intimider les autres, empêcher les autres de faire campagne correctement. Il faut arrêter à un moment donné de se mettre des œillères, tout simplement. Si vous le voulez bien, on va passer à un autre volet. J'aimerais vous interpeller sur un point, si vous le voulez bien. Quand le pouvoir s'appuie sur des partenaires sécuritaires étrangers, que les milices comme l'AAKG s'installent dans le paysage politique et que l'opposition parle d'enlèvement ou bien de dictature de votre côté. Est-ce que sincèrement, pour les téléspectateurs là qui nous regardent, sommes-nous encore dans un simple débat démocratique? Est-ce qu'il y a même déjà un bras de fer qui risque de se jouer en dehors des urnes? Et là, je parle bien des armes. Madame Ogoula. Des armes, oui, en fait, c'est très inquiétant.
C'est très, très, très inquiétant parce que au jour d'aujourd'hui, on se pose la question de savoir effectivement où on va, comment ça va se terminer. Mais nous, chez UNIR, on reste dans la paix, dans la cohésion, on prônera toujours le dialogue. On n'en verra jamais la population manifester et on va toujours utiliser la voie légaliste. Mais doit-on s'attendre quand même au pire ? Après ces enlèvements, les milices aussi, et puis, comme vous le dites, hein, cette dictature qui est en train de s'imposer. Cette dictature, elle existe déjà. Et c'est vrai qu'avec ces élections qu'il y a eu, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour ce qui va se passer dans les semaines ou dans les mois à venir. Est-ce que vous êtes prêt à une éventuelle crise post-électorale ? Quel scénario vous craignez, tandis que on n'a pas encore les résultats donc, officiels, mais si les résultats officiels s'avéraient être justes, quel scénario pourrait-il y avoir ? Alors, vous savez, nous sommes un parti politique d'opposition démocratique. Il n'a jamais été dans nos projets d'arriver au pouvoir par un autre moyen que par les urnes. Plusieurs fois, on s'est toujours battu pour enraciner la démocratie dans notre pays. Donc, le fait que nous subissons aujourd'hui cette provocation. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure l'enlèvement des 3 personnes qui font la sécurité du président Anissé Georges Dolo-Guélé. Nous sommes du côté du peuple. On ne peut pas aujourd'hui se lever ou faire des démarches contraires à ce que nous prônons. Nous savons ce à quoi les Centrafricains aspirent. Ils veulent la paix, ils veulent vivre dans un pays démocratique, mais réellement que leur voix soit écoutée. Donc les manœuvres d'intimidation qu'ils sont en train de faire n'engagent que le pouvoir en place. Ils sont en train de tester nos limites. Ils sont en train de nous provoquer à la réaction pour après venir se dédouaner et dire « Ah non, mais finalement, c'est comme ils sont de l'opposition, voilà ce qu'on vous a toujours dit, mais nous ne tomberons pas dans le jeu. » L'URCA est un parti politique d'opposition démocratique. Notre seule voie de recours, c'est la voie légale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce processus électoral. Parce qu'on a cru en nos institutions. On a cru que le match, entre guillemets, pouvait se faire avec intelligence, au fait. Et on se rend compte que c'est aberrant ce qui est en train de se passer. Là, si le verdict, la proclamation de Touadéra comme président se confirme, vous verrez aujourd'hui que le MCU va s'ériger en parti État. Et c'est dangereux. Moi, j'ai côtoyé ces Centrafricains pendant 2 semaines. Quand vous discutez avec eux, ils se disent, mais pour se planquer, il faut être au MCU. Pour ne pas être embêté. Il faut montrer un signe de sympathie au pouvoir. Et donc là, on va vers un parti État et c'est très dangereux parce que ce pays-là, on n'était peut-être pas né sur ce plateau, mais on a renversé Bokassa, qui était une dictature. Et aujourd'hui, faire marche arrière, pour moi, c'est un échec cuisant, au fait. Et M. Mecheba Anissé Georges Dolo-Guélé a dit qu'il ne se laissera plus faire. Est-ce qu'on craint, donc, après l'annonce de ces résultats, qu'il se passe quelque chose de la part du RCA ? Bon, déjà, je vais commencer par dire que, en dehors du processus démocratique, la RCA est un État. C'est un État, c'est un pays. Ça veut dire qu'il y a les dispositions sécuritaires nécessaires qui seront prises pour garantir la sécurité de tout le monde, y compris la sécurité de M. Dolo-Guélé et de tous ses sympathisants. Il n'y aura pas de guerre. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous ici centrafricains. Nous savons ce que c'est, les stigmates de la peur, de la guerre. Je ne sais pas si vous étiez... Moi, personnellement, j'ai vécu toutes les guerres qui sont passées en Centrafrique. La rébellion de Bozé en 2003, je l'ai vécue. En 2013, quand les CEK sont rentrés à Bangui, moi, j'étais là-bas. Vous ne savez pas ce que ça fait de dormir pendant 2 semaines en brousse parce qu'on n'a pas la possibilité de se mettre dehors. Donc il n'y aura pas de guerre. Excusez-moi.
c'est difficile, mais vraiment difficile pour nous aujourd'hui. Et j'apprécie à leur juste valeur la tempérance dans les propos de mes compatriotes quand ils disent qu'on ne veut pas de la paix et qu'on veut aller dans le droit, c'est-à-dire la légalité. Je continuerai en disant ceci, et ça je parle en tant que Junior Meshiba, je continuerai en disant ceci, que les institutions chargées de dire le droit doivent dire le droit, qui ne cèdent à aucune manipulation ni aucune pression venant de qui que ce soit. Je le dis en regardant très droit ma caméra, nous sommes centrafricains avant d'être président ou opposant ou quoi que ce soit. C'est notre pays. On ne peut pas accepter que chaque fois qu'il y a quelque chose, que quelqu'un a perdu quelque chose, qu'on commence à revendiquer à gauche et à droite et à créer des climats de tension. Et ça c'est pour les compatriotes sur les réseaux sociaux qui se revendiquent de gauche ou de droite et qui appellent à la guerre, il faudrait qu'ils sachent que nous, les Centrafricains, nous tous, y compris eux et leurs familles, on ne veut plus de cette guerre en République centrafricaine. La Cour constitutionnelle reste la seule institution en ce moment qui va valider ou pas les résultats de cette élection. Mais après ces élections, il y aura une nouvelle vie. On va continuer à vivre en tant que Centrafricains, on va continuer à évoluer. Donc je ne vois pas l'utilité de dire qu'il y aura la guerre ou pas. Vous souhaitez réagir, M. Alazoula? Je pense que je vais aller un peu plus loin ou reculer encore un tout petit peu pour expliquer un peu, se plonger également dans la situation en RCA. La classe politique en Centrafrique a fabriqué les électeurs dont ils sont en train de subir leurs conséquences. La politique, les campagnes en Centrafrique se font par les billets de banque. On n'a pas des électeurs ou à qui ils votent un projet de société ou qui votent il suit un candidat par conviction, parce qu'il y a quelque chose qui émane de ce candidat. Et aujourd'hui, cela traduit que l'espace politique qui, entre guillemets, je peux dire un peu abandonné un tout petit peu par l'opposition, vu le retrait et l'absence totale de l'opposition concrète à M. Touadéra, lui a laissé l'espace de plus ou moins occuper le terrain, on va dire, côté administration et côté peuple. Donc, et détenant aussi les moyens aujourd'hui de faire les campagnes avec les moyens logistiques, pour ne pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, les candidats peuvent me dire également, ils ne battent pas campagne en allant projeter, faire un meeting dans une salle, parler de leur projet, et que la salle, par ovation, dit « on sera derrière toi ». Toutes vos campagnes sont monnayées. Vous payez les gens, vous donnez des billets des banques, vous donnez du sel, vous achetez plus ou moins cela. Et on voit très bien que les conséquences sont là aujourd'hui. Celui qui a les plus gros des moyens achète le plus constant des électeurs. Donc c'est pour cela que nous, le peuple centrafricain, on dénonce cela. On ne peut plus continuer dans cette démarche-là. Et si on continue dans cela, je pense qu'à un moment donné, notre République, notre État perdra toute la légitimité de sa souveraineté. Aujourd'hui, on ne peut plus faire qu'appel aux forces étrangères, Wagner, rwandaises, autres, pour nous garantir une sécurité afin de vaquer à nos occupations. Aujourd'hui, ok, c'est bénéfique au pouvoir en place. Et demain, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on fera comment? On arrive à la fin de l'émission. Je déplore ce genre d'exercice et il faut remettre le peuple au centre du débat. On arrive à la fin de l'émission et pour clôturer donc ce débat, quel espace reste-t-il encore pour avoir un vrai dialogue politique entre le pouvoir, l'opposition et surtout la société civile en Centrafrique? Mais je pense que nous n'avons jamais montré une hostilité en dehors de nos idéaux politiques, de notre volonté féroce de consolider la démocratie dans notre pays. Après, on ne peut pas non plus parler à quelqu'un qui n'a pas envie de nous parler. Voilà, tout a toujours été fait pour bâillonner, pour marginaliser le candidat Anicet-Georges Dolo-Guélé. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, il faut que le pouvoir en place comprenne
que ce n'est pas la personne, le combat politique ne se résume pas à la personne de Anissé Georges Dolo-Guillé. L'opposition ne se résume pas à la personne de Anissé Georges Dolo-Guillé. On parle d'un leader, mais il faut prendre en compte que derrière ce leader, il y a une population, il y a des électeurs, il y a des adhérents. Et depuis les 10 ans de pouvoir de Faustin Archange-Touadéra, il ne prend pas en compte ce paramètre-là. Et c'est ce qui est dangereux pour notre démocratie. Parce que quand on a une attitude d'apaiser les choses, quand on a une attitude d'apporter la cohésion, eh bien on parle à tout le monde, à toutes les composantes. Et les seuls interlocuteurs de Faustin Archange-Touadéra, ce sont les rebelles. Il choisit avec qui parler. Mais quand on a vraiment la volonté d'apaiser le climat politique, on parle à tout le monde. Il ne l'a jamais fait. Et là, tout de suite, après les élections, il y a eu des manœuvres d'intimidation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'observation, nous sommes dans la contestation de ces résultats et nous observons tout simplement. Merci Madame Papenya-Bendé. Monsieur Mecheba, pour finir, quel espace donc reste-t-il encore pour un vrai dialogue politique? Vous avez suivi la déclaration du président de la République qui a dit qu'il tend toujours la main à tous les Centrafricains qui veulent travailler. Et je pense qu'il a raison de préciser ceux qui veulent dialoguer avec lui. Vous savez, madame, quand on demande un dialogue, on y va avec un bon cœur. On va, c'est dans l'optique de dialoguer, d'échanger. Ce n'est pas pour aller s'imposer. Les dialogues, tous les dialogues qui ont été demandés, que ce soit par l'opposition démocratique, etc., ont toujours été acceptés. La dernière en date, c'était quand on a demandé un dialogue avant les élections. Et la seule condition qui a été posée par le pouvoir, c'était quoi? C'était, dites-nous sur quel sujet on doit débattre, parce que demander le dialogue, d'accord, mais sur quel sujet on va débattre? Et jusqu'aujourd'hui où nous sommes en train de parler, il n'y a jamais eu de réponse. Pourquoi? Parce que c'était une manœuvre savamment orchestrée pour créer le désordre que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup, Monsieur Mecheba. Monsieur Alazoula, dernier mot de la fin. Je pense que, vous savez, la République centrafricaine, c'est une jeune nation. Une jeune nation, pas par rapport à l'âge de l'indépendance, parce qu'elle a une population de près de 70% de la population à moins de 35 ans. Et pour vous dire que près de 40% ont moins de 15 ans. Donc aujourd'hui, la politique que nous assistons, la classe politique, l'éducation de la jeunesse, je trouve que si aujourd'hui le maintien, nous avons une sécurité qui est encore fragile, qui tant bien que mal, après 10 ans du pouvoir en place, qui a essayé tant bien que mal de le stabiliser. Mais nous, Centrafricains, encore la population, on se pose cette question. Pendant combien de temps allons-nous protéger notre nation par des forces extérieures? Et la question ici est que cette jeunesse-là peut servir aujourd'hui au maintien du pouvoir ou encore à autre chose. Donc aujourd'hui, on voit bien que les jeunes, il n'y a pas une politique qui amène la population, il n'y a pas un climat réel de... Quand je vois ici le représentant de l'IRCA qui parle de dialogue, et autre part, on voit ici M. Mecheba qui parle, mais il y a eu des dialogues, le dialogue républicain. Il y a aussi les recommandations qui ont été... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a eu des recommandations qui ont été faites pendant ces dialogues-là. Les 217 recommandations qui ont été prioritaires. Aujourd'hui, c'est laissé comme une lettre morte. Donc nous nous posons la question, à quand vous allez faire une politique pour le peuple centrafricain? Merci Monsieur Alazoula. Madame Ougoula, dernier mot de la fin. Oui, UNIR a toujours privilégié le dialogue et reste mobilisé et disponible pour le dialogue. Par contre, je ne sais pas ce que dialogue veut dire pour le MCU. On a vu des dialogues avec les groupes armés et la question que j'aimerais bien poser, c'est à quand le dialogue avec les partis politiques? Merci beaucoup, merci Madame Ougoula, merci à vous d'avoir tous participé à ce débat. C'est la fin donc de la bande à Carlyle. Merci à Romain Clicquot-Deminck pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.